J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, connectez-vous. On va un tout petit peu échanger. C'est très important, chers parents, chers amis. Voilà, donc mettez-vous en ligne. C'est important. Mettez-vous en ligne. On va se laisser. Mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Abonnez-vous massivement, c'est très important. Les contournables. Donnez-moi mes étoiles, mes frères. Donnez-moi mes étoiles. On va quitter ici. Parce que cette analyse qu'on va faire, c'est une analyse profonde. C'est une analyse pour que les gens comprennent l'enjeu qui se passe en ce moment dans le monde. Voilà. Pour que ceux qui me suivent, je ne suis pas là à enseigner des bêtises à ceux qui me suivent, mais je suis là donner des vrais cours, un vrai enseignement à mes followers. C'est très important. Ce n'est pas dans les universités, ce ne sont pas les écoles seulement qui cultivent les gens. On peut aussi instruire des gens à travers les réseaux sociaux et donc écoutez très bien ce que je vais vous dire ce soir. C'est très important. Ça va permettre à chacun de nous de se situer. Même si je ne suis pas économiste, mais je suis l'incontournable. Je suis gaga compris. Donc, j'aborde tous les sujets. Il n'y a aucun sujet qui puisse m'échapper. Voilà. Voilà pourquoi je me permets de parler d'économie ce soir. Ça peut étonner des gens, ça étonne des gens, mais depuis quand tu as appris, tu as étudié l'économie et tout? Tu n'es pas économiste? Oui, nous allons parler d'économie aujourd'hui. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, guerre complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelle-moi Bongo, laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Mondia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la guerre économique entre les États-Unis et la Russie qui se déroule en ce moment. Donc aujourd'hui, je peux vous parler de deux mondes qui viennent de naître. Deux mondes, parce qu'auparavant, nous étions dans un seul monde, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial. Mais aujourd'hui, le nouvel ordre mondial vient d'être cassé en deux. C'est-à-dire ceux qui avaient mis le nouvel ordre mondial sur pied, où on devrait avoir une seule vision politique qui est la démocratie. Une seule politique économique qui est le système SWIFT. À travers le système SWIFT, le monde entier, l'humanité tout entière devrait avoir ce seul système, la seule vision appelée la démocratie et faire parler d'une seule voix à travers les organisations internationales qui existent. Mais là où je vous parle, où je vous parle, ce monde a été cassé par Vladimir Poutine. D'autres vont me dire, mais de quoi tu parles, l'incontournable? Je vais vous parler, je vais vous parler de ça. Pourquoi ce monde unipolaire, pourquoi cette vision du nouvel ordre mondial a été cassée en deux? Poutine n'a pas accepté la vision de l'unipolarité du nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus les maîtres de la terre. Je répète, les Américains ne sont plus les maîtres de la terre. Aujourd'hui, là, il y a plusieurs pôles qui revendiquent, qui veulent aussi se faire entendre, d'autres pays, d'autres puissances émergentes, d'autres puissances qui veulent aussi se faire entendre. Et donc, les Américains ne veulent pas. Mais qu'ils veulent ou pas, ils finiront, coûte que coûte, par accepter. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, Joe Biden, il avait fait une conférence où il avait dit les pays dits démocratiques. Et tous les pays n'étaient pas invités à cette conférence. Il dit que c'était une conférence pour les pays démocratiques. Et donc les pays qui n'étaient pas démocratiques n'étaient pas présents. Ce qui veut dire, lui-même en tant que président des États-Unis, il comprenait déjà la naissance de ce nouvel, de ce truc
de ce nouveau monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas si longtemps. Vous-même, vous savez que l'Occident a sanctionné la Russie. Quand je dis l'Occident, je fais allusion aux États-Unis et aux pays membres de l'Union européenne, ainsi que le Japon, l'Australie. C'est-à-dire les pays anglo-saxons qu'on appelle l'Angleterre, les États-Unis et l'Australie, ainsi que la Nouvelle-Zélande, plus. Voilà. Et ça, ce sont les pays anglo-saxons. En dehors d'eux, il y a les pays européens. Les 27 pays membres de l'UE. Ils ont tous décidé de sanctionner la Russie. Ils ont décidé d'écarter la Russie du système SWIFT. Mais la Russie n'est pas un petit pays comme la Côte d'Ivoire qu'on peut mettre sur embargo et puis c'est fini. Non, la Russie n'est pas le Venezuela. La Russie n'est non plus pas l'Iran. La Russie est un continent. C'est comme si les Occidentaux se permettaient de mettre tout un continent sous embargo et décidaient de ne plus commercialiser, ou bien de ne plus commercer avec ce continent. Parce que la grandeur de la Russie, là, ça dépasse la grandeur de l'Europe, c'est-à-dire la carte européenne. La carte de la Russie est plus grande que la carte européenne. Est-ce que vous comprenez? Donc la Russie quitte l'Europe et ça va jusqu'en Asie, ça fait même frontière avec les Américains. Donc, les Russes font frontière avec les États-Unis du côté de l'Alaska. Donc c'est une partie des États-Unis qu'on appelle Alaska. Eux là, ils font frontière avec la Russie. Donc la Russie fait frontière avec les Américains. L'Alaska, ils font frontière avec le Japon. Ils font frontière avec la Corée du Nord. Ils font frontière avec la Chine. Ils font frontière avec les Turcs. Ils font frontière avec tout ce que vous pouvez connaître, c'est-à-dire la Pologne, la Lituanie, la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine, la Biélorussie, et j'en passe. Donc la Russie est un pays continent. On ne peut pas sanctionner un continent comme ça parce que les Européens ne peuvent pas demander au reste de l'humanité de couper les liens avec tout un continent. Parce que la Russie, c'est considéré comme un continent. Donc, le fait d'avoir eu le culot de sanctionner la Russie en coupant la Russie du système SWIFT, ces Européens se permettent de dire au reste du monde entier de ne plus faire du commerce avec la Russie. Mais eux, ils se permettent de faire toujours du commerce avec la Russie. Je m'explique. Ils ont décidé d'enlever la Russie dans le système bancaire qu'on appelle le SWIFT. Donc le SWIFT, c'est un système bancaire qui nous permet de faire des transactions d'une banque à une autre. Donc le SWIFT, ce système est l'intermédiaire entre une banque et une autre pour envoyer des commissions. Donc le fait d'avoir eu le culot d'enlever la Russie là-dedans, ça veut dire tout simplement que les pays africains, qu'eux, ils utilisent dans des banques européennes parce que nous n'avons pas nos propres banques à nous. Même si nous avons nos propres banques à nous, nous utilisons uniquement le système bancaire européen qu'on appelle le SWIFT. Donc, les Européens disent, à partir de maintenant, les Russes n'ont plus le droit d'utiliser ce système. Donc, ils ont coupé ce système aux Russes. Ce qui revient à dire que tous les Africains qui commercent avec les Russes ne peuvent plus acheter leurs marchandises directement aux Russes, dans la main des Russes, parce qu'il n'y a plus moyen. Les banques africaines, les banques qui sont sur le territoire africain ne peuvent pas faire des transactions directement avec les banques russes, puisqu'ils n'ont plus le même système. Ce qui veut dire que tous les Africains ne peuvent plus payer des marchandises en Russie. Est-ce que vous comprenez? Ainsi que le reste du monde. C'est ce que les Européens ont décidé de faire. Mais eux, Européens, ils disent, bon, on vous sanctionne, mais on laisse 3 banques en Russie là-bas qui ne déconnectent pas du système suisse parce que eux, ils veulent acheter le charbon, le gaz et le pétrole de la Russie ainsi que le nickel. Et ils achètent certains produits pour leurs avions, pour construire les avions et tout. Donc, ils ont besoin de ces produits-là. Et donc, eux, ils ont décidé de ne pas sanctionner 3 banques russes. Et à travers ces 3 banques russes-là, les Européens vont faire leur commerce avec la Russie uniquement
Mais la Russie n'a pas le droit de faire du commerce avec le reste du monde. Tout simplement pour affaiblir la Russie. Est-ce que vous comprenez? Donc, en voyant cela, ils pensaient qu'ils allaient atteindre leurs objectifs. Ils pensaient qu'ils allaient atteindre leurs objectifs. Mais ils n'avaient pas prévu un coup. Et ce coup-là, c'est que Vladimir Poutine, la fois passée, il n'y a pas si longtemps, il a décidé de ne même plus utiliser le dollar et l'euro sur son territoire. Il ne veut même plus attendre parler de la monnaie qu'on appelle le dollar. Il ne veut même plus attendre parler de la monnaie qu'on appelle l'euro. Parce que les Européens, ces trois banques russes qu'ils n'avaient pas sanctionnées, à travers ces trois banques russes, eux, ils utilisaient le dollar et l'euro pour acheter des marchandises sur le territoire russe, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon et consorts. Je tiens à vous rappeler que la Russie livre en gaz l'Europe 40%. Donc l'énergie que les Européens consomment en Europe ici, 40% de l'énergie vient de la Russie en matière de gaz. La Finlande, c'est 100%. Eux, là, c'est 100% de gaz russe. La Pologne, c'est 100%. L'Ukraine, même, on n'en parle pas. Eux-mêmes, là, ils profitent de ça. C'est à cause du gaz qui traverse l'Ukraine, ils gagnent un peu d'argent. L'Allemagne, c'est 52% de gaz. Mais en dehors du gaz, la Russie livre 30% de charbon aux Européens. Parce que les Européens, il y a d'autres pays qui utilisent toujours le charbon. Et donc, comme le charbon qui est produit en Europe est insuffisant, ils prennent du charbon en Russie. Et donc, la Russie livre 30% du charbon. La Russie livre 30% du pétrole qui quitte en Russie pour venir. Et la Russie livre 30% du pétrole mondial. C'est-à-dire, dans le monde où nous sommes, tous ceux qui ont besoin du pétrole, essence qu'on prend pour mettre dans la voiture, la Russie livre 30%. Et donc, les Européens, à travers leurs décisions, ils disent que non, il ne faut plus les Russes vont livrer ces 30% au monde. Donc, du coup, ils privent le monde entier une partie de la livraison pour permettre aux citoyens normaux de bien vivre et de ne pas voir le prix du carburant dans les différents pays s'élever. Donc, les Européens, en prenant ces décisions, ils privent beaucoup de pays de trucs d'énergie. En dehors de ça, la Russie est la première productrice de blé au monde. Donc la Russie est la première productrice de blé. Elle occupe la première place. L'Ukraine occupe le 5e rang, la 5e place. Est-ce que vous comprenez? Donc la Russie exporte beaucoup de blé. Et les pays arabes, vous savez, ils aiment bel et bien le pain, ils aiment bel et bien le couscous, ils aiment bel et bien la pizza, tout ce que vous appelez shawarma, pizza et tout. S'il n'y a pas de blé, tu ne vas plus manger shawarma, tu ne vas plus manger pizza, tu ne vas plus manger galette. Tout ça là, c'est à base de blé, on fait ça. Et c'est la Russie qui exporte beaucoup à travers le monde. Donc, avec une telle décision, les Occidentaux demandent aux Russes de ne plus livrer de nourriture au monde entier. Et donc, d'où cette histoire de Macron, vous le voyez, il dit non, il y a la famine qui va s'abattre sur la Russie à cause de la guerre. Mais il ne vous explique pas pourquoi la famine va s'abattre sur les gens. Ce n'est pas à cause de la guerre, c'est à cause de leurs sanctions vis-à-vis de la Russie. Il ne vous explique pas. Eux, ils mettent la faute sur les Russes, mais ils s'épargnent. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont pris ces sanctions pour ne plus que les Russes livrent tous ces aliments au reste du monde. Parce que la Russie est un pays exportateur de matières premières. Est-ce que vous comprenez? Donc, en prenant ce genre de décisions, cela va provoquer du chaos à travers le monde, c'est-à-dire les pays arabes. Parce que quand le pain manque dans les pays arabes, les Arabes, ils se révoltent. Ils vont tout de suite commencer à se révolter. Et donc, vous verrez, si cette situation ne changeait pas, ça allait créer le chaos à travers le monde. Mais Poutine n'est pas un gaou, c'est un dirigeant. Poutine, il n'est pas quelqu'un qui enlève sa culotte vite fait. Mais il avait prévu un coup que les Occidentaux n'avaient pas prévu. Parce que les Occidentaux ont pris cette décision dans l'émotion. Ils pensaient que
Personne ne pouvait les défier sur le plan monétaire parce que la première monnaie mondiale qui a dominé le monde, c'était le livre anglais, le livre sterling. Avant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais, ils avaient imposé le livre anglais, le livre sterling, à travers le monde entier. Et donc, l'humanité tout entière utilisait le livre anglais pour faire du business. D'où les Anglais malmenaient le monde entier, colonisaient tout le monde. Et ça faisait de ce royaume un royaume puissant à cause de la monnaie. Et la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Et quand cette guerre est arrivée, ça affaiblit le livre anglais et les Américains ont pris la relève. Ils ont pris la relève et le dollar a commencé à concurrencer le livre anglais. Et les Américains, pour imposer le dollar en tant que la monnaie unique mondiale, ils ont signé des accords qu'on appelle le Bretton Woods aux États-Unis là-bas. Après ces accords, ils ont décidé d'imposer le dollar au monde entier en disant que c'est avec le dollar uniquement qu'on va acheter le pétrole. Or, le monde entier avait besoin de l'énergie. Et donc, ils ont signé des accords avec l'Arabie Saoudite, qui était le premier pays producteur de pétrole au monde, parce que d'autres pays n'avaient même pas encore découvert des trucs de pétrole. Donc, les Saoudiens ont accepté. En retour, les Américains devraient garantir la sécurité des Saoudiens. Et donc, tout le monde partait chez les Saoudiens pour acheter du pétrole. Donc, par rapport à la sécurité, ils ont accepté de vendre leur pétrole uniquement en dollars. C'est ainsi que le dollar s'est imposé à travers le monde. Et le dollar est devenu l'unique monnaie d'échange à travers le monde. Donc, à cause du dollar, l'Amérique est devenue puissante. Qui contrôle la monnaie, contrôle le monde. Parce qu'à travers la monnaie, on peut te faire des chantages. À travers la monnaie, on peut mettre la pression sur toi. Si tu ne changes pas en barreau monétaire, tu ne peux pas commercialiser avec qui que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce qui a fait que les Américains sont devenus puissants. Parce que chaque transaction que tu fais, vous remarquerez que quand tu fais un transfert, tu payes des taxes. Et chaque transfert que chaque individu fait dans le monde, les taxes que ces gens payent, les États-Unis ont leur quota. Est-ce que vous comprenez? Tu as un compte bancaire, tu mets de l'argent dans ton compte bancaire. Chaque mois, on prend un peu. Tu dois payer des taxes à la banque. Les taxes que tu payes là, ça va dans les caisses américaines. Parce que chaque banque paye une partie de taxes, paye des taxes dans la main des États-Unis. Donc, à travers le monde, vous verrez combien de dollars ils gagnent par mois. C'est des milliards de dollars. Voilà pourquoi ils sont riches, ils sont forts. Et c'est cet argent, ils mettent ça dans l'armement pour contrôler le monde entier, pour faire des guerres partout. Et donc, ils sont la première puissance militaire mondiale à travers leur dollar. Et à travers l'économie, ils imposaient leur vision au monde entier à travers la démocratie. Si tu ne voulais pas se soumettre à leur vision politique, alors ils allaient te sanctionner politiquement parlant, économiquement parlant, et ils asphyxient ton peuple. C'est-à-dire ils affaiblissent ta monnaie et tu ne pourras plus rien faire. Ils t'empêchent même d'utiliser le système SWIFT. Si ils t'interdisent, c'est fini. Ton pays s'écroule seul. Donc, ils ont réussi à faire ça à plusieurs pays du monde, des petits pays. Mais cette fois-ci, ils sont tombés sur un os. Ils n'avaient pas imaginé parce que avec tout ce qu'ils avaient fait, l'Afrique du Sud avait cédé. Ils ont fait souffrir l'Iran qui était obligé de contourner un peu parce que l'humanité tout entière se dit, bon, l'Iran, c'est 80 millions d'habitants. Bon, ce n'est pas un très grand pays, ils exportent quoi même. En dehors de l'Iran, nous, on peut gagner d'autres choses ailleurs. Donc, ça faisait souffrir les Iraniens. Ils ont fait ça au Venezuela. Les Vénézuéliens ont souffert. Ils ont fait ça à plusieurs pays du monde. Même en Côte d'Ivoire, ils avaient mis un embargo monétaire sur nous. On a souffert. La Côte d'Ivoire est un petit pays, on peut faire quoi? Mais, cette fois-ci, ils sont allés trop loin en imposant ce même système aux Russes. Et la Russie est un pays continent. Ils ont tiré sur le mauvais gibier.
le gibier a décidé de poursuivre son propre chasseur. A dit à ses mous. Qu'est-ce que Poutine fait? Poutine dit, bon, comme vous avez épargné 3 banques, pour que ces 3 banques puissent utiliser toujours le système SWIFT pour commercialiser uniquement avec les Européens. Mais ces 3 banques n'ont pas le droit de commercialiser avec le reste du monde. Moi, Poutine, comme c'est moi qui vous livre ce fameux truc qu'on appelle titane, sans le titane, on ne peut pas fabriquer d'avions. Or, la Russie exporte 60% du titane mondial. Et donc, sans ce titane-là, les Européens ne vont pas fabriquer avions, hélicoptères, avions, tout ça. Ils ont besoin de ça. Tiens, pour avoir ça, il faut aller en Russie. Parce que chacun a sa spécialité dans ce monde. Chacun a sa maîtrise dans ce monde. Tu es fort dans temps, tu ne peux pas être fort partout. Tu connais ça. Mais l'autre côté, là, c'est comme l'espace. Les Russes, ils sont forts dans l'espace. Les Américains sont forts dans l'espace. Donc, tu ne peux pas tout maîtriser. Donc, les Russes, eux, ils maîtrisent beaucoup ce qu'on appelle titane, qu'on prend pour fabriquer les avions. Donc, les Européens, là, ils payent ça dans la main des Russes. En matière de trucs de blé, les Russes, ils sont number one. En matière de, comment on appelle ça? Il y a plusieurs choses où ils sont forts. Le premier pays producteur de diamants au monde, c'est la Russie. Tiens. Ils produisent assez de diamants et les gens ont besoin de ce diamant-là pour faire le malin, l'or et tout. Donc, ils produisent ça beaucoup parce qu'ils en ont beaucoup. Donc, en faisant ça, la Russie a dit, bon, je ne veux même pas que ces 3 banques que vous n'avez pas sanctionnées là, je ne veux pas que ces 3 banques utilisent encore l'euro. Je ne veux pas que ces 3 banques utilisent le dollar. Je ne veux même plus sentir l'odeur du dollar et de l'euro sur mon territoire. Je ne veux même pas attendre parler de ça. À partir d'aujourd'hui, vous, Européens, soit vous acceptez, soit vous dégagez. Si vous voulez payer du pétrole, du gaz, du charbon, du titane, vous voulez payer blé, vous voulez payer quoi encore? Charbon. Tout ce que vous voulez payer, là, payez ça en roubles. C'est ma monnaie nationale. Vous payez en roubles. Ou soit, si vous ne voulez pas payer, je vous coupe en tout. C'est nous. En ce moment-là, les Européens disent non, c'est pas. Le contrat on avait signé là, c'était pas ça. On avait signé un contrat où on allait payer en euros ou en dollars. Donc, il faut respecter ce contrat-là. Mais ce contrat-là, est-ce que dans les sanctions, les Européens, il était écrit quelque part que les Européens allaient bloquer 300 milliards des Russes? Parce que ces 300 milliards que les Européens ont bloqués, ce sont des produits que les Russes ont vendus, le pétrole, le gaz et tout, qu'ils ont vendu aux Européens. Donc l'argent qu'ils devraient redonner aux Russes, ils n'ont pas donné ça, ils ont bloqué. Donc la Russie a compris que si ces Européens continuent toujours de payer en dollars et tout, et qu'il y a un problème, ils vont toujours bloquer les avoirs russes. C'était des avoirs de la Banque centrale russe, les 300 milliards de dollars. Les Européens ont confisqué ça. Au lieu de rembourser l'argent, donner l'argent des Russes, eux, ils ont bloqué parce qu'ils disent que la Russie a attaqué l'Ukraine. Donc, on confisque ça. Ok, la Russie a dit, bon, pour éviter ce chantage dans le futur, je ne veux plus utiliser le dollar, je ne veux plus utiliser l'euro parce que vous avez rompu la confiance qui nous liait. Rien ne prouve que dans le futur, si je prends encore le dollar ou l'euro, s'il y a encore un problème, vous n'allez pas bloquer ça parce que ça ne sera plus rien. Donc, vous avez montré au monde entier que d'un moment à l'autre, vous pouvez bloquer les biens des gens qui se trouvent sur votre territoire. Donc, à partir d'aujourd'hui, payez dans ma monnaie nationale. Si vous voulez mes produits, vous payez dans ma monnaie. Comme ça, c'est la Russie qui contrôle sa propre monnaie. Son argent ne va plus se retrouver chez les Européens. Au contraire, c'est l'argent des Européens qui va se retrouver chez les Russes. Donc, les Européens n'auront plus de levier économique pour bloquer les biens des Russes. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment ça se passe? Les Européens, pour payer maintenant du gaz, du pétrole, du blé, de titane, de moteurs de trucs de fusée, parce que les moteurs de fusée, c'est les Russes qui vendent ça aux Américains. Pour que les Américains aillent dans l'espace là, les moteurs,
Ce sont les Russes qui fabriquent. C'est eux qui donnent ça aux Américains et puis ils vont. Donc, les Américains, ils catchent, ils vont beaucoup courir dans le sac. Ils vont se retourner pour dire, ah, pardonnez, hein, donnez-nous quelques moteurs. Ils vont leur dire, bon, vous voulez des moteurs, payez ça en roubles. Comment ça se passe? Puisque le rouble ne se trouve pas partout. Ce n'est pas une monnaie internationale. C'est une monnaie locale, une monnaie nationale russe. Alors, pour trouver le rouble, les Européens sont obligés d'acheter le rouble à la banque centrale russe. Donc, la Russie va vendre son rouble aux Européens, aux Américains, et en retour, ils vont utiliser ce rouble maintenant pour payer des marchandises dans la main de la Russie. Ce qui va faire qu'en payant le rouble, ils ont des taxes qu'ils vont payer. Et en dehors des taxes maintenant, la Russie va décider de fixer, ils ne vont pas payer les trucs au même prix. La Russie va décider de fixer d'autres prix à ces marchandises. Et ils sont obligés de payer ça. D'ailleurs, le Japon vient de céder. Le Japon dit, bon, il va payer en rouble. Les Japonais, ils n'ont pas de ressources. Ils vont faire comment? Ils ont besoin du pétrole russe pour fonctionner là-bas. Ils ont besoin de ça. Donc, les Japonais disent, bon, on va payer pétrole là. Vous ne voulez pas payer, c'est vous qui allez souffrir là-bas au Japon, cette île. Donc, ils ont cédé, malgré qu'ils ont fait coalition la Russie, les Européens pour sanctionner les Russes, mais ils sont obligés de céder. Donc, ils ont accepté de payer en rouble. Ça va démarrer la semaine prochaine là. Donc, les Européens, en acceptant, étant dans un dilemme, ne sachant pas quoi faire parce qu'ils ne peuvent pas remplacer le gaz russe instantanément. Tout de ceci, ils disent, bon, on ne paye plus de gaz russe, on ne paye plus de pétrole russe. Mais qui va leur donner tout? 40% là, ils vont gagner ça tout de suite. Parce que pour gagner ça, il faut du temps, au moins dans 3 à 5 ans, pour qu'ils puissent trouver de vraies solutions. Par exemple, le gaz de schiste américain, il faut d'autres. Hein, il faut construire des trucs, des endroits où ils vont mettre ce gaz-là. Mais ils n'ont pas encore ça, ces infrastructures. Donc, ils doivent construire ça. Donc, voilà pourquoi, comme ils ont une capacité d'accueillir au moins 10% de ce que la Russie leur donne, la Russie leur donne au moins, combien là 40%. Maintenant, les Américains, eux, ils disent qu'ils sont capables uniquement de remplir 10%. Donc, si l'Amérique leur donne 10%, il reste 30%. Les 30%, là, ils vont aller chercher ça chez les Russes. Ils sont allés voir les Algériens. Les Algériens disent non, nous, on ne peut pas augmenter. Ils sont allés voir les gens du Qatar. Ils disent non, on ne peut pas. À l'Arabie Saoudite, ils disent non, on ne peut pas. L'Amérique dit, ah, je peux vous donner seulement 10%. Mais les autres 30%, là, ils vont payer ça dans la main des Russes. Qu'ils veulent ou pas, c'est reçu ou rien. Donc, Poutine leur a fait comprendre que soit vous payez en rouble, soit je coupe. À vous de choisir. Donc, ils sont obligés de choisir. Donc, s'ils payent ça en rouble, alors le rouble devient une monnaie automatiquement qui va concurrencer le dollar. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la Russie maintenant demande à n'importe quel pays du monde qui veut faire du commerce avec elle de payer ses marchandises en rouble. Ce qui va faire que le rouble va exploser sur le marché. C'est-à-dire, le monde entier va commencer à payer du rouble. De la manière les gens ils payent le dollar pour faire du commerce avec les Européens et les Américains. Dorénavant, si tu veux acheter des produits dans la main des Russes, tu payes en rouble. Ce qui va faire que les pays africains qui veulent acheter des armes dans la main des Russes, la Russie va dire, moi je ne veux pas de dollars, il faut payer ça en rouble. Donc les pays africains, qu'ils veulent ou pas, qui commercent avec la Russie, s'ils veulent du blé pour manger pain, pizza, tout ça là, ils vont acheter des roubles. Donc ils sont obligés d'intégrer le système monétaire que la Russie va mettre en place la semaine prochaine. Ils vont intégrer ça. Tous les pays du monde vont intégrer ça. En tout cas, si tu ne veux pas faire du commerce avec la Russie, tu ne peux pas intégrer. Mais dès lors que tu acceptes de faire du commerce avec la Russie, tu vas intégrer ce système. Ce qui va faire que sur le marché international, tous les pays du monde vont acheter le rouble pour faire leur commerce. Donc, ils n'ont plus besoin du dollar pour acheter le rouble. Dans leur monnaie nationale, ils payent le rouble directement et puis ils s'en vont payer leurs marchandises avec les Américains chez les Russes. Ce qui va faire que le dollar va avoir une autre monnaie qui va concurrencer le dollar. Et le rouble va avoir assez de valeur parce que c'est une monnaie faible
Parce que tout simplement, cette monnaie est une monnaie locale qui ne défie aucune autre monnaie. Mais quand ça sera sur le marché et que les gens vont demander à acheter le rouble va monter de valeur. La valeur du rouble va monter. Et ça va faire la concurrence en direct avec le dollar. Et ça, les Américains, ils ne veulent pas ça. Ce qui va faire que ça va diminuer la marge de manœuvre des Occidentaux qui utilisent la monnaie pour sanctionner d'autres pays, pour asphyxier d'autres pays. Donc, comme les Occidentaux vont voir qu'il y a une autre monnaie qui défie leur monnaie, le dollar, ils ne vont plus sanctionner les gens économiquement parlant parce qu'ils vont se dire, ah, si on continue à sanctionner, ils vont fuir notre système monétaire pour intégrer le système monétaire russe et chinois. Donc, pour éviter que beaucoup de pays fuient le système monétaire occidental, ils vont se calmer dans leur démarche. Ils ne vont plus sanctionner les gens. Je fais le parallèle avec le Mali. Vous savez, ils ont levé l'embargo sur le Mali, la CEDEAO. Vous pensez que c'est quoi? Qui a fait qu'ils ont levé l'embargo sur le Mali? Mais c'est la France qui a demandé à la CEDEAO, à la justice africaine, où le Mali a porté plainte de lever l'embargo parce que l'heure est grave. La France ne veut pas perdre des pays en Afrique. La France veut se réconcilier avec le Mali pour ne pas que le Mali tombe automatiquement du côté de l'Est. Pour ne pas que, parce que s'ils vont trop loin, si le Mali change de monnaie, le Mali va dire, bon, moi je ne veux plus utiliser le dollar, je veux utiliser le rouble sur mon territoire, je veux utiliser le système monétaire que la Russie et la Chine vont mettre sur pied la semaine prochaine, c'est ça que je vais utiliser chez moi. Donc si vous, Occidentaux, vous ne voulez pas faire du business avec moi, je peux faire du business avec les Chinois, les Russes, les Iraniens, les Turcs, parce que la Turquie va toujours continuer à payer des marchandises. La Turquie a refusé de sanctionner la Russie. Et elle a accepté d'intégrer le système monétaire que les Russes et les Chinois ont mis sur pied. Et donc, du coup, si les Européens ne se réconcilient pas avec le Mali risque de tomber dans ce côté-là. Et d'autres pays vont suivre. Or, c'est l'Afrique qui reste maintenant à l'Europe en matière de nourriture. Voilà pourquoi Macron a décidé de lancer un plan de food avec l'Union africaine pour lutter contre la famine qui vient. Maintenant, l'Union africaine là-haut, s'ils font une politique où ils sanctionnent les gens, ils leur privent de leur argent, mais ces gens-là vont quitter le système monétaire occidental pour aller de l'autre côté. Voilà d'où cette peur qui les a pris. Ils ont dit non, levez la sanction, donnez l'argent des Maliens et demandez-leur d'intégrer tout, rester toujours au sein de la CEDEAO, de cette bande d'organisation pour ne pas que les Maliens fuient ce système. D'où cet truc. Donc, c'est le parallèle. C'est la peur qui les a poussés à faire ça. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un nouveau monde et que ce n'est plus le système monétaire unique, le système SWIFT et le dollar qui primait sur les autres monnaies du monde. Ce n'est plus pareil. Et qu'il y a d'autres pôles qui se lèvent. Et donc, s'ils mettent des sanctions sur d'autres pays, mais ces pays-là vont tomber dans notre balance. Et donc, eux, ils ne veulent pas que le système chinois et russe voient le jour ou aille très loin dans la compétition. Ils sont obligés de lever les sanctions. Ils sont allés voir le Venezuela. Vous ne savez pas, les Américains ont envoyé des gens là-bas pour négocier avec les Vénézuéliens. Ils disent à partir de maintenant, ils reconnaissent Nicolas Maduro en tant que président légitime du Venezuela. Et qu'ils ne reconnaissent plus Juan Guaido. Lui qui soutenait là, il voulait renverser Nicolas Maduro. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le Venezuela vienne de leur côté. Ils ne veulent pas que le Venezuela s'aligne avec la Russie, la Chine et tout pour les défier. Est-ce que vous comprenez même? Donc c'est chaud à dire. En ce moment-là, c'est chaud. Si les Africains sont intelligents, c'est le moment de profiter. Parce qu'ils ne vont plus faire leur chantage monétaire sur nous. Ils foutent la merde. Les Africains tombent de l'autre côté. Et donc c'est le moment. Ce n'est plus une monnaie unique au monde. On veut un système monétaire unique sur lequel ils se basaient pour mettre pression sur les gens. C'est fini. C'est fini. Donc chaque pays peut avoir maintenant la liberté de manœuvre. Sinon, les pays qui n'ont pas soutenu l'Occident à l'ONU, mais s'il n'y avait pas cette histoire de
un nouveau système monétaire, mais il y a longtemps, ils allaient sanctionner ces pays africains qui n'ont pas soutenu les trucs à l'ONU. La présidente de l'Union européenne, cette Allemande qui s'appelle Ursula von der Leyen, elle a proposé à ce qu'on sanctionne les pays africains qui n'ont pas soutenu l'Occident à l'ONU pour dire qu'il faut condamner la Russie. Mais les voix se sont levées pour dire non, 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 on doit faire entendre. D'autres leur ont fait comprendre que non, ils n'ont qu'à faire attention parce que le monde est complexe. Le fait de sanctionner, ça peut envoyer les pays du côté de l'Est. Donc, il ne faut pas les sanctionner. Ils ont compris. Ce sont les spécialistes ici qui disent ça. Hein. Ils voulaient sanctionner ces pays-là qui n'ont pas soutenu l'Occident à l'ONU pour condamner la Russie. Et d'autres spécialistes ont dit non, 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 il ne faut pas les sanctionner parce que s'ils les sanctionnent, eux tous, ils vont abandonner l'Occident pour aller de l'autre côté. Donc, il faut faire doucement. Donc, ils ont compris, ils ont peur. La peur a changé de camp. Joe Biden, lorsqu'il était en Pologne, il a tenu ce discours, il a dit ceci, que le monde d'avant n'est plus pareil. Il y a un nouveau monde. La bataille sera longue et rude, mais il faudrait que l'Occident gagne cette bataille du nouvel ordre, du nouveau monde. Donc eux-mêmes, ils comprennent qu'il y a le nouveau monde. D'où cette question. Est-ce que l'Occident va laisser la Russie mettre ce système sur pied et mettre en mal la suprématie occidentale, ou est-ce que l'orgueil de l'Occident va pousser les Occidentaux à déclencher la guerre envers la Russie pour maintenir leur domination mondiale? Voici la question, mes frères. Voici la question. D'où cette histoire de la russophobie en Occident? Les Russes sont mauvais, ceci, cela. Il faut arrêter Poutine. Non, ce n'est pas là. Ce n'est pas l'histoire de la guerre des Ukrainiens qui les préoccupe. La vie des citoyens ukrainiens ne les préoccupe pas. C'est la décision de Poutine à vouloir défier le dollar, créer un système parallèle à celui qui existe déjà, qui fait mal aux Occidentaux. C'est ce qui ne cautionne pas. Voilà pourquoi il parle de Poutine. Est-ce qu'il faut tuer Poutine? Il faut l'éliminer. Il parle toujours de ça. Ils sont là. Même dans les journaux, ils parlent, est-ce qu'il faut éliminer Poutine? Parce que pour eux, c'est un danger qui veut défier leur système, qui met en mal le nouvel ordre mondial, le système unique, le système monétaire unique au monde. Il met en mal ce système. Est-ce qu'il faut l'éliminer pour empêcher cela? Ils sont à débattre de ça. Mais comment l'éliminer? Voici la question. Parce que la Russie n'est pas un petit pays où ils vont aller bombarder pour l'éliminer. Intervenir là-bas militairement, la guerre va dégénérer. Si Poutine prend son avion pour aller quelque part, si les Occidentaux abattent son avion dans l'espace et que les Russes découvrent que c'était le pays qui a commandité l'assassinat à terre, ça va dégénérer en une guerre, pas possible. Donc, ils sont bloqués. Est-ce qu'il faut utiliser un Russe pour faire ce boulot? Est-ce que les Russes sont prêts à éliminer leur président? Donc, voici toutes ces questions qui se posent. Donc, mais les Occidentaux sont aussi inquiets. Si ça n'engageait que la Russie seule, ils allaient attaquer la Russie. Ils sont prêts à détruire leur pays. Ils sont prêts à perdre certaines villes pour maintenir leur domination que de laisser la Russie défier ce système, parce que si ce système est défié, la vie des citoyens occidentaux va sombrer, leur vie va sombrer. Ils ne vont plus vivre comme avant. Ça va créer le chaos, désolation, humiliation. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent déclencher une guerre contre la Russie, mais ils ont une inquiétude. C'est la Chine. C'est-à-dire, la Chine joue un jeu que les Occidentaux ne comprennent pas. Donc, ils se posent la question, est-ce que si on attaque la Russie, quelle sera la position de la Chine? D'où la discussion entre Joe Biden et Xi Jinping la fois passée. Qu'est-ce que les Américains veulent? Eux, ils veulent
tout simplement que la Chine s'éloigne de la Russie. Faut pas la Chine va aider la Russie sur le plan financier ou militaire. Quoi qu'il arrive, ils n'ont qu'à laisser les Russes seuls. Certes, demande que les Américains ont fait aux Chinois, c'est parce que les Américains ont vu que la Russie défie le système. Et c'est inadmissible pour les Américains de voir un pays, depuis que l'Amérique domine le monde, aucun pays n'a jamais défié ce système. Tous ceux qui ont essayé, ils sont morts. Ils ont détruit le pays, ils ont enlevé cette idée. Mais Poutine, lui, il est qui pour défier ce système? C'est inadmissible chez les Américains. Et les Américains ont fait comprendre aux Occidentaux que si ce système est défié, c'est pas bon aussi pour vous. Et donc, il faudrait qu'on déclenche la guerre contre la Russie. Ça va nous coûter cher. Donc, les Occidentaux, ils sont là préparés. Leurs opinions, l'opinion publique plutôt, pour dire c'est pas facile, il y aura la famine, il y aura truc. Est-ce qu'il faut intervenir militairement ce truc? Mais quoi que cela nous coûtera, mais il faudrait qu'on arrête Poutine, c'est inadmissible, il faut éliminer Poutine. Et donc, ils sont sur ça. D'autres disent, mais vous êtes prêts à une guerre nucléaire? Ils disent, oui, on est prêt à ça. On ne peut pas accepter que Poutine détruise l'Europe. Il fait la guerre au cœur de l'Europe, c'est inadmissible. Il faut combattre Poutine. Mais en même temps, ils ont peur, ils se posent des questions. Mais est-ce que si on déclenche la guerre contre la Russie pendant qu'on se bat la Russie, est-ce que la Chine n'y va pas venir? Voici la question qui se pose. Donc, les Européens et les Américains demandent aux Chinois de condamner la Russie publiquement. La Chine dit non, elle ne peut pas condamner la Russie publiquement. Elle est neutre dans cette guerre. Elle ne prend pas position. Donc, les Américains ont demandé aux Chinois de ne pas intervenir dans ce qui se passe entre eux et les Russes. Ils n'ont qu'à les laisser. La Chine a dit non. Personne ne peut l'éloigner de la Russie, que leur coopération est très profonde. Et donc, ils ne peuvent pas s'éloigner des Russes. Ils vont toujours coopérer avec les Russes. Donc, les Américains, ils sont un peu embêtés. Ils sont dans l'ambiguïté. Ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'une guerre contre la Russie, la Chine va intervenir. Et ils savent très bien. Et ce n'est pas sûr que eux, les Européens, ils remportent cette guerre. Et donc, s'ils échouent, c'est fini pour eux. Le dollar ne sera plus la monnaie du monde. Donc, c'est-à-dire les Chinois et les Russes vont imposer leur monnaie. Et leur système monétaire va devenir le premier système au monde. Donc, du coup, les Occidentaux ont peur de déclencher une guerre contre la Russie. D'où leur discours. Ils insultent. Poutine est un boucher. Poutine est un criminel. Biden, il insulte pas. Il ne peut pas attaquer. Donc, tout ce qu'il gesticule, ce sont les injures. C'est tout ce qu'il peut faire. Parce qu'il a peur. Et donc, les Occidentaux ici, ils disent, mais quelle est la position de la Chine? Quelle est la position de la Chine? Est-ce que la Chine va soutenir les Russes? Mais les Chinois, ils ne sont pas bêtes. Les Chinois, ils savent que les Occidentaux les ont désignés comme leur ennemi numéro 1 sur le plan économique. Sur le plan militaire, c'est la Russie. Donc, ils se disent que si ils laissent les Russes seuls face aux Occidentaux et que les Occidentaux prennent le dessus sur la Russie, et que la Russie s'affaiblit économiquement parlant, parce que ils veulent aussi affaiblir la Russie économiquement parlant, pour provoquer une crise interne où chaque peuple russe va demander son indépendance. Et eux, ils vont les soutenir en retour. Ils vont dire, bon, les petits États, chacun a eu son indépendance, ne peuvent pas posséder d'armes nucléaires, donc on va vous dénucléariser. Ce qui va les pousser à démilitariser la Russie, à leur arracher leurs ogives nucléaires. Et eux, ils seront les seuls à avoir ces armes nucléaires, c'est-à-dire ils vont confisquer ça. Et la prochaine étape, ça sera la Chine. Donc la Chine voit que les Occidentaux les visent, mais la Russie les bloque. Parce que si la Russie tombe, les Occidentaux vont positionner leur base militaire sur le territoire russe et ils vont comploter avec le Japon. Ils vont pousser l'Inde à prendre position pour les Occidentaux et encercler la Chine, détruire la Chine militairement pour ne plus qu'aucun régime au monde ne les menace.
Mais la Russie fait bloc. La Russie les empêche d'atteindre leurs objectifs. Donc les Chinois, ils ne sont pas bêtes. Ils sont sûrs, ils sont conscients que si la Russie s'affaiblit, si la Russie tombe, si les Occidentaux gagnent face à la Russie, la prochaine étape, c'est la Chine. Ils vont s'attaquer à la Chine, ils vont s'en prendre aux Chinois. D'où cette alliance des anglo-saxons qu'on appelle AUKUS, Australie, Angleterre, Amérique, pour lutter contre la Chine dans la mer de Chine. Donc les Chinois, ils sont conscients. Voilà pourquoi ils soutiennent les Russes. Ils ne veulent pas que la Russie s'affaiblisse. Ils ne veulent pas que la Russie tombe. Donc eux là, ils ont accepté d'acheter aussi le pétrole russe en yuan ou en rouble pour soutenir la monnaie russe pour que Poutine résiste face aux Occidentaux. Les Indiens aussi, ils ne sont pas bêtes. L'Angleterre a envoyé des émissaires en Inde pour demander à l'Inde de s'éloigner de la Russie. Modi a refusé de suivre la politique anglaise. Il leur a fait comprendre que non, ce n'est pas question. Et que l'Inde et la Russie ont une amitié profonde. L'Inde ne peut pas se défaire de la Russie. Et qu'ils vont faire leur politique ensemble. L'Inde reste neutre. Elle va faire, va faire du commerce avec la Russie comme faire du commerce avec les Occidentaux. Et donc les Anglais n'ont pas eu gain de cause. Ils n'ont pas eu gain de cause. Ils ont échoué en Inde, ils ont échoué en Chine. Et donc du coup, parce qu'ils voulaient éloigner la Chine et l'Inde de la Russie pour isoler la Russie, mais l'Inde et la Chine soutiennent les Russes. Parce qu'ils savent que si la Russie tombe, ça sera, la prochaine fois, ça sera leur tour. Ils vont aller les coloniser là-bas. Et tout. Or, les armes de l'Inde, l'armement indien, ça vient de la Russie. Et si la Russie tombe et tout, mais qui va remplacer les pièces de leur aviation? Qui va coopérer pour fabriquer des missiles et tout? Et donc, si l'armement de l'Inde ne fonctionne plus, n'oubliez pas que les Occidentaux vont faire coalition avec le Pakistan pour demander aux Pakistanais de réclamer vos portions, vos territoires que l'Inde a occupés. Et ils vont déclencher une guerre entre le Pakistan et l'Inde. Et donc, ils comprennent cet enjeu. Voilà pourquoi, jusqu'à présent, l'Inde, Chine, tous ceux-là ne veulent pas se défaire de la Russie, tout en gardant leurs relations avec les Occidentaux. Donc, ils sont dans le juste milieu, ils commercent avec tout le monde et tout. Et ils contribuent à affaiblir le dollar sur le plan international. Donc, voici ce qui se joue en ce moment. Donc, la Russie n'est pas seule. C'est eux qui pensent que les Russes sont seuls. Ils ne sont pas seuls. Atia. Vous savez qu'il y a eu une réunion entre les membres des BRICS, Brésil, Afrique du Sud, l'Inde, Chine, Russie et consorts. Ils ont fait une réunion pendant que Joe Biden était en Pologne. Eux aussi, ils ont fait leur réunion, c'est-à-dire les ambassadeurs de ces différents pays ont croisé le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, et ils ont fait une réunion. Et chacun a fait le compte rendu à son gouvernement. Mais ils n'ont pas montré ça à la télé. Pour dire qu'ils soutiennent les actions de la Russie. Vous savez, le Brésil a demandé à la Russie de lui faire des sous-marins nucléaires. Donc, pendant que les gens demandaient au président brésilien, parce que l'Amérique a demandé au Brésil de suivre les sanctions, le Brésil a dit non, nous on ne suit pas les sanctions, on n'est pas là pour suivre ces sanctions. Et Bolsonaro a demandé aux Russes de leur fabriquer des sous-marins nucléaires, puisque cette technologie était interdite à l'exportation. Mais les Américains ont brisé ce lien en fabriquant des sous-marins nucléaires à l'Australie. Et donc, c'est une porte ouverte. Donc, les Brésiliens aussi veulent leurs sous-marins nucléaires. Ils sont venus signer des contrats avec les Russes. Et donc, la Russie va fabriquer des sous-marins nucléaires pour donner ça aux Brésiliens. Atia. Donc, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Donc, voici ce qui se passe. Poutine n'est pas un petit morceau. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Et donc, on regarde seulement, on observe. Si la folie traverse la tête des Occidentaux pour intervenir militairement, ils risquent de perdre la guerre. Je vous le jure, ils vont perdre la guerre parce que la Corée du Nord n'attend que ça. Parce que, imaginez,
Les Occidentaux, l'OTAN, fait la guerre avec la Russie et puis les Nord-Coréens restent là. C'est impossible. Puisque quand l'Amérique bombardait la Corée du Nord, c'était Staline qui était au pouvoir. Il a aidé les Nord-Coréens face aux Américains. Il a donné des avions et tout, même des pilotes. Et les Chinois aussi ont aidé les Nord-Coréens pour faire reculer les Américains. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Les Russes vont être en guerre contre l'OTAN et puis les Nord-Coréens vont rester là en train de sourire. Non, Kim Jong-un sera obligé d'envoyer des militaires, envoyer des armes pour soutenir la Russie. Russie fait guerre avec l'OTAN et puis Chine va rester là. Moi, je m'en fous. Et ils vont prendre le dessus sur la Russie. Ils vont avoir des bases militaires tout autour de la Chine pour encercler la Chine, pour combattre la Corée du Nord. Parce que si la Russie tombe, la Corée du Nord est à leur portée. Ils vont verrouiller la Corée du Nord. Et puisque leur vision, c'est de dénucléariser la Corée du Nord, mais ça leur sera facile à passer à la dénucléarisation. Et donc, Kim Jong-un, il n'est pas bête. Il va dire, non, 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 la Russie ne peut pas tomber parce que c'est un verrou sur son flanc nord. Donc, il ne peut pas laisser les Russes tomber. Eux aussi, ils vont intervenir. Les Chinois vont intervenir. Et les républiques ex-soviétiques, c'est-à-dire le Kazakhstan, l'Arménie, les trucs comme ça. Eux tous, ils vont venir. Pas les Occidentaux, ils ne calculent pas ça. Eux, dans leur calcul, ils pensent que la Russie est seule. Ils ne pensent pas aux anciennes républiques soviétiques qui ont des liens forts avec la Russie. Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent que s'ils attaquent la Russie, les autres républiques soviétiques, anciennes républiques soviétiques, ne vont pas venir. Non, ils vont venir. Même en Serbie, les Serbes, ils manifestent ce matin, midi, soir, ils soutiennent les Russes. Donc, au cœur même de l'Europe, il y a des trucs, des pro-russes. Même en Allemagne, aujourd'hui, là, il y a eu des manifestations pour la Russie. Donc, il y a certains Allemands qui sont d'accord avec la Russie. Donc, dans toutes les nations, il y a des traîtres. Tiens, s'il y a guerre dans leur propre pays, il y aura des traîtres qui vont coopérer avec les Russes. Donc, voilà, c'est un peu complexe. Ils ne peuvent pas penser qu'ils sont supérieurs et donc, s'il y a une crise, ils vont gagner. Il ne faut pas, ils vont songer à ça. S'ils songent à ça, ils risquent de perdre la guerre et puis c'est fini pour eux. Donc, voilà, c'est ce doute-là qui est en eux et puis ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Sinon, s'ils étaient sûrs d'eux à 100% de remporter la victoire militaire il y a longtemps, ils auraient déjà intervenu en Ukraine. Ils vont vous dire l'armée russe est faible. Ceci, cela, sur le plan militaire, ils n'avancent pas. Ceci, cela, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas intervenir officiellement parce qu'ils ils font très attention. Poutine a été clair dès le début. Il dit qu'il va démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire affaiblir militairement l'Ukraine. Il n'a pas dit je vais envahir l'Ukraine pour occuper l'Ukraine. Et il dit qu'il va sécuriser le Donbass et dénazifier l'Ukraine. Donc les nazis ukrainiens, là, leur base, c'était Mariupol. Ils avaient choisi une base où ils étaient nombreux dans la ville de Mariupol. Voilà pourquoi la guerre dans la ville de Mariupol, c'est très violent. Parce que ce sont les nazis ukrainiens qui sont là-bas. C'est leur fief même. Donc quand la Russie a commencé à rentrer dans cette ville, la Russie n'a pas eu pitié. Elle bombarde tout sur son passage parce qu'elle sait que ceux qui sont là-bas, ce sont des voyous. C'est ceux-là qui voulaient éliminer. Mais les autres villes, la Russie ne les bombarde pas comme il se doit. La Russie ne rase pas les autres villes comme Mariupol. La Russie cible des cibles stratégiques, occupe certains points stratégiques pour cibler les bases militaires, les sites pétroliers, pour les affaiblir militairement. Et maintenant occupe certaines zones. Parce que ce n'est pas partout qu'il faut aller. L'Ukraine, il y a d'autres qui ne parlent pas russe. Eux, ils ne sont pas tous russophiles. C'est des gens... Il y a eu une partie de l'Ukraine qui déteste la Russie. Kiev, là, les gens de Kiev, ils détestent les Russes. Donc si la Russie va là-bas pour occuper Kiev, les Occidentaux vont manipuler les citoyens qui sont là-bas pour s'aimer toujours le chaos, faire des attentats là-bas parce qu'ils ont été formatés. Et donc, ce sont ces gens de villes-là. Il ne faut même pas songer à aller là-bas.
faut même pas occuper là-bas. Il y a des villes que la Russie peut occuper où la population, avec le temps, va comprendre que non, ah, leur mère patrie, c'est la Russie. Mais côté Kiev, côté Lviv, côté truc, non, les gens qui sont là-bas, c'est des caïds, c'est des têtes brûlées. Ils ne comprennent rien. Eux, ils suivent le modèle occidental. Et donc, aussi, la Russie fait l'erreur de vouloir occuper là-bas. Non, non, non. C'est pas bon. Ils vont affaiblir la Russie. Ils vont semer des troubles au sein de la fédération russe. Et d'où cette histoire de vouloir prendre Mariupol, prendre les villes qui sont à Donbass et à côté de Kiev. Il y a des villes à côté de Kiev qui parlent le russe. Ils veulent récupérer toutes ces villes-là. Et au sud, au dessin, tout ça, ils veulent sécuriser là-bas. Mais il ne faut pas détruire toutes ces villes. Parce que si eux, ils veulent occuper ces villes, s'ils détruisent toutes ces villes, qui va construire ces villes? D'où les marches de manœuvre de la Russie piétinent. Parce qu'ils font attention. S'ils détruisent tout, mais pour reconstruire, c'est des milliards et des milliards. Ça va affaiblir la Russie. Est-ce que vous comprenez? Avec ces sanctions, cette guerre monétaire qui est menée, cette guerre économique qui est menée, il est hors de question que la Russie détruise toutes ces villes. Parce que ce n'est pas une guerre totale. Puisque Poutine a dit que c'est une opération spéciale. Maintenant, si les Russes voient que non, la Russie est en train de détruire toutes les villes ukrainiennes de façon truc comme Grozny ou bien truc, ou bien en Syrie, mais les Russes vont s'énerver contre leurs dirigeants. Donc voilà pourquoi la Russie fait doucement pour épargner beaucoup de civils. Et comme les voyous ukrainiens, ils se cachent dans les maisons, hein, dans les maisons où les civils habitent, voilà pourquoi il y a certains dommages, hein, les dommages collatéraux que vous voyez et tout. Sinon, voici un peu. Si c'était une guerre totale, on rase tout sur son passage. Il y a longtemps, l'Ukraine serait déjà tombée. Mais ce n'est pas une guerre totale. C'est une guerre stratégique où on cible les bases de l'OTAN, détruit les bases de l'OTAN, détruit les armes que l'OTAN livre aux Ukrainiens pour faire dépenser les Occidentaux cadeaux. Ils vont dépenser, quand ça arrive sur le territoire ukrainien, c'est détruit. Donc à un moment donné, quand ils vont voir que tout est détruit et que la partie utile de l'Ukraine est occupée par la Russie et que la partie inutile de l'Ukraine qui va être occupée par les Ukrainiens vont avoir l'argent pour rembourser l'argent des armes que les Occidentaux leur ont donné. Donc c'est la faim qui va les pousser. À un moment donné, eux-mêmes vont dire aux Russes, pardonnez-nous, on veut se rattacher à vous. Voilà, c'est cette stratégie que Poutine suit. Donc, on est ensemble. Je vous remercie. Passez une très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse chacun de nous. N'oubliez pas de me donner mes étoiles plus tard. On est ensemble. Ciao.